J'ai trouvé le livre un matin de novembre dans la partie la plus basse de l'armoire à dossier de la cure. La serrure ne tenait plus depuis longtemps et les papiers, jaunis et friables, reposaient dans un désordre que personne ne semblait vouloir remettre en ordre. La couverture de cuir craquelé portait une inscription presque effacée, en lettres penchées, comme tracée par une main hésitante. Elle ne disait qu'un nom de lieu, un village à 2 jours de marche d'ici, dont je n'avais jamais entendu parler, et l'année 1824. Les pages, pourtant, dataient de bien avant et de bien après cette date. Certaines avaient été arrachées, d'autres maculées de taches brunes, comme si l'humidité les avait lentement rongées de l'intérieur. Il n'y avait pas de préface, pas de signature, seulement une première phrase, écrite dans une encre devenue grise. Les noms sont tombés comme la pluie sur la terre, et rien n'a poussé. J'ai compris, à mesure que je tournais les pages, qu'il ne s'agissait pas d'un journal personnel, ni d'un registre de baptême, mais de quelque chose d'entre les deux. Les dates s'étalaient sur plus de 30 années, toujours séparées par de longs silences, parfois plus d'une saison entière. Le lieu semblait être un ancien séminaire, perdu à la frontière des bois et des collines, où de jeunes garçons, parfois à peine sortis de l'enfance, venaient étudier, ou peut-être se cacher. On n'expliquait jamais qui les envoyait là, ni pourquoi leurs noms disparaissaient des registres communaux peu après leur arrivée. Ce silence-là, plus que tout, m'a retenu. Les premières mentions sont encore précises. Hiver 1791, arrivée de 3 pensionnaires, fils de paysans pauvres des alentours. On détaille la santé, les aptitudes à la lecture, l'endurance au froid. On note même que l'un d'eux, un certain Mathias, avait la voix assez claire pour chanter dans la chapelle. Mais à la fin du printemps suivant, seul son nom reste inscrit, sans annotation, et la ligne qui le suit est tracée d'un trait noir. Les 2 autres sont effacés d'une manière étrange, non pas rayés, mais grattés avec soin, comme si l'on avait voulu que personne ne puisse lire ce qui avait été là. Et ainsi de suite, année après année, les arrivées se suivaient, mais rarement les départs étaient mentionnés. Au fil des pages, l'écriture change, parfois plus nerveuse, parfois presque illisible, comme si plusieurs mains s'étaient succédé pour tenir ce livre. Pourtant, un détail revenait toujours, à intervalles irréguliers, presque obsessionnels. La mention du silence. Pas un silence ordinaire, mais un silence décrit comme total, épais, tombant sur le séminaire comme une nappe de neige. Dans certaines notes, il était précisé que, pendant plusieurs jours, aucun son ne semblait traverser les couloirs, ni voix, ni pas, ni grincement des portes, comme si les pierres elles-mêmes retenaient leur souffle. En lisant, je pensais aux hivers de mon enfance, lorsque le vent s'arrêtait brusquement et que l'air paraissait figé. Mais ici, ce mutisme forcé semblait durer plus longtemps, s'étendre à toutes les saisons, revenir sans cause visible. Une note de 1807 indiquait que, lors de ces périodes, les garçons prenaient leur repas ensemble mais sans échanger un mot, leur cuiller heurtant les assiettes comme de petits coups secs, réguliers, insupportables pour celui qui écoutait trop. À partir de 1812, les mentions de décès commencèrent à apparaître, mais toujours sans précision sur la cause. Les corps n'étaient pas envoyés dans les cimetières paroissiaux, mais inhumés, selon la note, dans un terrain clos derrière l'enceinte. Les croix n'avaient pas de nom, seulement un numéro inscrit au charbon sur le bois. Je remarquai que ces numéros ne correspondaient jamais au nombre d'élèves présents dans l'année, mais dépassaient parfois de beaucoup le chiffre attendu. C'était comme si le séminaire comptait d'autres pensionnaires invisibles, ou bien gardait le compte de morts plus anciens que le registre lui-même. Ce qui m'a glacé, ce sont les lettres insérées entre certaines pages. Elles n'étaient pas adressées, ni signées, comme si elles n'avaient jamais été envoyées. Dans l'une,
Rédigé en 1820, l'auteur raconte qu'il ne dort plus, que le silence du dortoir devient chaque nuit plus lourd, et que, au matin, il trouve sur sa paillasse de petites papiers pliées en 4, portant seulement son prénom, écrit d'une main étrangère. Il dit qu'il ne sait pas qui les dépose, ni comment, puisque la porte reste verrouillée. 3 jours plus tard, la main qui tient le journal note « Disparu ». Aucun détail, aucun commentaire. Il y avait aussi des pages entièrement remplies d'une même phrase recopiée. « Nous ne serons pas nommés ». La régularité de l'écriture, ligne après ligne, trahissait une sorte d'obéissance contrainte, comme si celui qui écrivait n'osait pas arrêter avant d'en avoir couvert la feuille entière. Dans certains cas, l'encre avait bavé, laissant penser que la main avait tremblé ou que des larmes étaient tombées sur le papier encore frais. Les rares mentions du prieur, qui dirigeait le lieu, étaient brèves et impersonnelles. On le disait âgé, d'une santé inébranlable malgré les hivers rigoureux, et toujours vêtu de la même soutane noire aux manches élimées. Aucun nom n'était donné pour lui, seulement une initiale, parfois changée d'une note à l'autre, comme si la mémoire refusait de le fixer. Une fois, en marge d'une page, quelqu'un avait écrit au crayon « Ce n'est pas lui qui vieillit ». La phrase avait été soigneusement grattée, mais on la devinait encore. Ce séminaire, j'ai cherché à savoir où il se trouvait, mais le nom du village noté sur la couverture n'apparaît dans aucun registre récent. Les cartes les plus anciennes que j'ai pu consulter montrent une zone boisée et quelques bâtisses isolées, mais aucun bâtiment identifiable comme une école ou un couvent. Et pourtant, dans les registres de naissance de la paroisse voisine, on trouve, entre 1790 et 1630, un nombre anormalement élevé d'enfants déclarés orphelins sans que leurs parents soient mentionnés. Comme si tout un pan de la population avait glissé dans l'ombre. Plus j'avançais dans ma lecture, plus je sentais que le livre avait été conçu pour survivre à ceux qui l'avaient écrit. Certaines pages étaient renforcées par un parchemin fin, d'autres protégées par des feuilles de tissu. La dernière partie du registre, couvrant les années 1834 à 1841, n'avait presque plus de date précise, seulement des notations météorologiques, des descriptions brèves des repas, et la mention de plus en plus fréquente de ce silence. Il y avait, par endroits, des listes de prénoms alignés sans autre indication, parfois barrés d'un seul trait horizontal, parfois laissés intacts, mais suivis d'un point à l'encre rouge. J'ai refermé le livre en fin d'après-midi, les yeux brouillés par la lumière qui tombait, mais quelque chose m'a poussé à le rouvrir presque aussitôt. À la toute dernière page, au dos de la couverture, un texte court avait été écrit à la verticale, comme pour échapper à la lecture. Il disait « Ceux qui restent ne parlent pas, mais ils entendent encore. » Puis, en dessous, comme une signature, un chiffre. 118. Aucun autre mot. Je n'ai pas su si c'était le nombre de noms effacés ou celui de ceux qui avaient survécu. Mais depuis, la nuit, quand le vent s'arrête et que ma maison devient aussi muette que le séminaire l'était, il me semble parfois entendre, derrière le mur, le froissement sec d'une page que l'on tourne. Les jours suivants, je ne parvins pas à penser à autre chose. Le registre demeurait sur ma table, fermé, mais je ne pouvais m'empêcher de le toucher du bout des doigts chaque fois que je passais près. J'avais la sensation qu'il dégageait une chaleur sourde, comme si le cuir, longtemps tenu par d'autres mains, avait gardé quelque chose d'elle. Finalement, au 3e soir, je l'ouvris de nouveau, non pour relire, mais pour sentir s'il m'avait échappé un détail. Et j'en trouvais un, presque invisible. Entre 2 pages épaisses, un minuscule fragment de papier, plié en 2, glissé comme un signet. Ce fragment portait seulement 3 mots. Salle du Nord. L'écriture n'était pas celle du registre, plus nerveuse, plus pressée.
rien d'autre. J'ignorais si cette salle existait encore, si tant est que le séminaire lui-même n'avait pas été rasé depuis des décennies. Pourtant, cette simple mention suffisait à donner au lieu une réalité physique, presque tangible. La salle du Nord. Je l'imaginais froide, au plafond bas, peut-être lambrissée de bois sombre, avec une unique fenêtre donnant sur les collines. J'entrepris, par pure obstination, de retrouver toute trace de ce bâtiment. Les habitants du bourg voisin, interrogés à demi-mot, semblaient soit ignorer tout à fait le nom du séminaire, soit feindre de ne pas le connaître. Certains détournaient le regard, d'autres prenaient un ton vague, comme s'ils cherchaient à me décourager sans me contredire directement. Une vieille femme, assise devant sa maison, me dit seulement que les bois au nord n'étaient pas sûrs, que la terre y buvait plus vite l'eau de pluie qu'ailleurs, et que rien n'y repoussait après. Elle ne mentionna pas de bâtiment, mais je sentis qu'elle savait. Le 4e jour, je trouvais dans les archives départementales un plan daté de 1694, représentant une enceinte rectangulaire, flanquée de 2 ailes inégales et d'une chapelle au centre. Les pièces n'étaient pas nommées, sauf une, à l'angle nord-est, salle du Nord. Elle paraissait minuscule comparée au dortoir et au réfectoire, presque comme une cellule. Le plan indiquait aussi un accès par l'extérieur, via une porte donnant sur un couloir étroit longeant le mur de l'enceinte. Rien d'autre. Je passais une semaine à tenter de relier ce plan à une carte actuelle. Finalement, un alignement d'arbres desséchés sur une photographie ancienne m'offrit un indice. Il correspondait à une haie figurée sur le plan, à proximité de la salle du Nord. Les arbres n'existaient plus, mais leurs traces sur le sol, une bande d'herbe plus pâle, demeurait visible sur des clichés pris depuis la colline voisine. Je décidai d'y aller. Le chemin menant à cet endroit était à peine marqué. La terre semblait se dérober par endroits, formant de petites cuvettes où l'eau stagnait. Plus je m'enfonçais, plus le bruit du monde s'éteignait derrière moi. Il ne restait que mes pas, le craquement des branches mortes, et parfois l'écho lointain d'un oiseau qui s'interrompait brusquement. Lorsque j'atteignis ce qui devait être l'enceinte, je ne vis d'abord qu'un alignement de pierres moussues, effondrées par endroits. Aucun bâtiment ne tenait encore debout, seulement des pans de murs, des seuils envahis d'herbe, et, au centre, les fondations rectangulaires d'une chapelle. Je fis le tour, cherchant l'angle nord-est. Là, je trouvai effectivement les restes d'une petite pièce, aux murs plus épais que les autres, presque intacte jusqu'à mi-hauteur. La porte était effondrée, mais je reconnus l'embrasure étroite décrite sur le plan. À l'intérieur, rien qu'un sol de dalles disjointes, noirci par des taches circulaires, et un mur dont l'enduit avait disparu, laissant apparaître une pierre plus sombre, comme brûlée. En m'approchant, je vis, gravés à hauteur de poitrine, des prénoms. Pas de nom de famille, seulement ces mots courts, taillés profondément, l'un sous l'autre, irréguliers, comme s'ils avaient été faits avec un couteau ou un clou. Certains étaient à demi effacés par le temps, d'autres restaient nets, comme gravés la veille. Je comptais, par instinct, il y en avait 118. Je restais longtemps là, incapable de détacher mon regard de cette liste silencieuse. L'air dans la pièce était plus froid que dehors, et j'avais le sentiment que si je restais immobile, je pourrais presque percevoir un souffle léger contre ma nuque. Je ne sais pas combien de temps je passais ainsi, mais lorsque je sortis, le soleil déclinait déjà, et le silence qui m'entourait semblait s'être épaissi, comme dans les notes du registre. De retour chez moi, j'ouvris de nouveau le livre. Les prénoms que j'avais vus sur le mur y figuraient presque tous, dispersés dans les pages, parfois barrés, parfois suivis de cette pointe rouge. Mais il y en avait quelques-uns que je n'avais pas vus sur place, et d'autres qui, gravés dans la pierre, n'apparaissaient pas dans le registre. Cette incohérence m'obséda. La dernière nuit avant d'abandonner mes recherches, je rêvais que j'étais assis dans la salle du Nord, le dos contre le mur gravé,
et que les prénoms commençaient à se détacher de la pierre, tombant au sol comme des feuilles mortes. Chaque fois qu'un prénom touchait la dalle, un souffle s'élevait dans la pièce, et une chaise vide se reculait lentement, comme pour laisser passer quelqu'un que je ne pouvais pas voir. Je me réveillais avec la sensation d'avoir encore le froid des pierres dans le dos. Depuis, je n'ai plus rouvert le registre, mais certains soirs, lorsque la maison devient trop silencieuse, il me semble que l'air autour de moi se fige et que, dans ce gel immobile, une syllabe, un prénom, glisse à mon oreille avant de disparaître. Il me fallut plusieurs semaines pour retrouver un sommeil régulier, et même alors, il restait fragile. Parfois, dans la nuit, un craquement minuscule dans le bois de ma table ou un souffle d'air sous la porte suffisait à me ramener à cet endroit. Mais je m'étais juré de ne plus y retourner. Ce serment, pourtant, commença à se fissurer lorsqu'un courrier inattendu arriva, glissé sous ma porte, sans timbre ni adresse d'expéditeur. L'enveloppe était faite d'un papier grossier, jauni, comme s'il avait été arraché à un cahier ancien. À l'intérieur, une seule feuille, pliée en 4, portant 4 mots écrits dans une encre brunâtre. « Ils ne t'ont pas vu ». Je relus cette phrase plusieurs fois, incapable de décider si elle m'était adressée au présent ou au passé. Qui étaient « ils » et que signifiait ne pas m'avoir vu? Cette absence d'explication me fit plus de mal que si l'on m'avait clairement menacé. Ce soir-là, je ressortis le registre de sa place sur l'étagère, non pas pour le lire, mais pour m'assurer qu'il était bien là, que ses pages n'avaient pas changé. Je le feuilletais au hasard et tombais sur une note datée de 1819, que je n'avais pas remarquée auparavant, tant elle était brève. Elle disait simplement « Le prieur a déplacé 3 lits dans la salle du nord. » Aucun autre détail, aucune suite. Cette mention raviva mon obsession. Je retournai aux archives, cherchant des rapports officiels qui auraient pu expliquer la disparition du séminaire. Je trouvais bien un document de 1842, émanant du diocèse, évoquant la fermeture d'un établissement ecclésiastique pour raisons sanitaires. Mais le nom indiqué ne correspondait pas exactement. Pourtant, la description des lieux concordait trop pour que ce soit une coïncidence. On parlait d'un isolement prolongé, d'un régime de silence imposé aux pensionnaires et d'une mortalité jugée anormale par les autorités locales. Le document se terminait par une note manuscrite ajoutée au bas de la page. Aucun transfert d'élèves constaté. Je savais désormais que les 118 prénoms gravés dans la pierre n'étaient pas seulement des traces symboliques, mais probablement la liste des enfants qui n'avaient jamais quitté le lieu. Ce constat, au lieu de calmer ma curiosité, l'aiguisait encore. Il me fallait comprendre ce que signifiait ce silence imposé, et pourquoi il semblait revenir, encore et encore, dans les témoignages et les notes. Un soir, j'allumai une lampe à huile et relus toutes les occurrences du mot « silence » dans le registre. Chaque mention semblait suivre un schéma. D'abord, une période de calme croissant, puis un retrait progressif des activités ordinaires, jusqu'à ce que tout se réduise au repas pris en commun, dans une immobilité totale. Ensuite, une absence de notes pendant plusieurs jours, voire semaines. Et enfin, le retour d'annotations brèves, souvent liées à des absences inexpliquées dans la liste des élèves. Il m'apparut alors que le silence n'était pas seulement une conséquence des disparitions, mais leur prélude. Et si c'était le cas, cette habitude, si particulière, avait pu survivre ailleurs, transmise par ceux qui avaient quitté le lieu. J'eus soudain peur que le silence ne soit pas mort avec les murs du séminaire. Je me souviens précisément de la nuit où cette idée prit racine en moi. La lampe à huile était presque éteinte, la flamme tremblotait, et dans ce vacillement, la pièce sembla se contracter, comme si les murs se rapprochaient. Plus aucun bruit ne venait de l'extérieur. Même le craquement régulier des poutres avait cessé. Je me rendis compte alors que j'étais immobile depuis longtemps,
incapable de dire si 1 minute ou 1 heure s'était écoulée. Quand enfin je me levai, la flamme s'éteignit d'elle-même, comme soufflée, et la noirceur qui envahit la pièce fut d'une densité presque palpable. Le lendemain, je crus à un simple malaise, mais la sensation ne disparut pas. Chaque fois que je repensais à la salle du Nord, il me semblait percevoir, derrière le souvenir, une attente. Comme si quelque chose, là-bas, n'avait pas été accompli. Je décidai de retourner sur les lieux. Cette fois, j'y allais de nuit. Le chemin, sous la lune, semblait plus court. Les ruines se dessinaient en silhouette noire contre le ciel clair. Je me rendis directement à la salle du Nord. L'air y était glacé, plus encore que la fois précédente, et je crus sentir un souffle léger courir sur la peau de mes mains. Les prénoms gravés paraissaient luire faiblement, comme s'ils retenaient la lumière lunaire. Je ne sais pas pourquoi, mais je tendis la main vers l'un d'eux, le plus ancien, et le traçai du bout du doigt. Ce fut alors que j'entendis, derrière moi, un son infime. Non pas un pas, non pas un craquement, mais le froissement discret d'un tissu qu'on déplace. Je me retournai, mais la pièce était vide. Pourtant, le silence qui suivit avait changé. Il n'était plus seulement absence de bruit. Il semblait m'inclure, m'envelopper, comme si j'avais franchi une limite. Je quittais les lieux au petit matin, incapable de me rappeler exactement le chemin du retour. Et depuis ce jour, certains soirs, sans raison, le silence revient, identique à celui du séminaire. Dans ces moments-là, j'ai peur que, cette fois, il me voie. Les jours suivants, je tentais de me convaincre que tout cela n'était qu'une suite d'impressions maladives, nourries par la fatigue et la solitude. Mais chaque effort pour m'éloigner de l'idée du séminaire me ramenait, comme par une force souterraine, à ces pierres effondrées et à cette salle du Nord dont l'air semblait encore retenir les souffles d'un autre siècle. Je finis par comprendre que je n'avais pas seulement trouvé un vieux livre. J'avais mis la main sur un fil qu'il ne fallait pas tirer. Pourtant, je tirais encore. Dans un lot de papier acheté à un brocanteur, je tombais par hasard sur un cahier mince, sans couverture, rempli d'une écriture irrégulière. Le vendeur m'assura qu'il provenait d'une maison vidée après le décès d'un prêtre, dans un village voisin. Les pages étaient datées de 1835 à 1836. On y parlait peu de religion, mais souvent de discipline et de règles imposées à des garçons que l'auteur nommait seulement les jeunes. L'écriture devenait plus nerveuse à mesure que les semaines passaient, comme si celui qui tenait ce cahier craignait d'être surpris. Une phrase revint plusieurs fois, identique. La voix est une faiblesse. Après elle, toujours un silence dans la narration, parfois de plusieurs lignes laissées vides. Puis, à la fin du cahier, une liste de prénoms que je reconnus aussitôt. Tous figuraient sur le mur de la salle du Nord. À côté de chacun, une marque, parfois un simple trait, parfois un cercle, et pour certains, un point rouge, identique à celui que j'avais vu dans le registre. Il n'y avait pas d'explication. En refermant le cahier, je compris que 2 objets liés au séminaire avaient voyagé séparément à travers le temps pour finir entre mes mains. L'un avait survécu dans l'ombre d'une armoire, l'autre dans la poussière d'un grenier vidé. Et tous deux, par leur contenu, semblaient attendre quelque chose de moi. Une nuit, alors que je relisais distraitement ces listes de prénoms, je remarquai que l'ordre n'était pas tout à fait aléatoire. Les noms suivis d'un point rouge formaient, si on les prenait dans l'ordre d'apparition, une suite de lettres, pas toutes, mais assez pour esquisser un mot. Les voyelles manquaient, mais les consonnes laissaient deviner une structure. Je passais des heures à essayer de reconstituer ce qui manquait, sans certitude. Mais un mot revenait avec insistance dans mes essais, revenir. Ce simple mot me troubla plus que tout le reste. Il ne contenait ni menace claire, ni demande précise, mais il semblait être une injonction muette. Revenir où? Revenir quand? Était-ce une voix du passé,
ou un ordre qui me concernait directement. Je tentais de chasser l'idée, mais, peu à peu, chaque bruit de la vie quotidienne me parut déplacé, comme une offense au silence qui, lui, persistait. Un soir de décembre, alors que le gel durcissait les vitres, ce silence revint avec une telle intensité que j'eus l'impression que le monde entier s'était retiré. Aucun grincement, aucun souffle de vent, aucun écho lointain. Je me surpris à retenir moi-même ma respiration, comme si je participais à une consigne que je n'avais pas reçue, mais que je connaissais déjà. C'est dans cet état que je pris la décision de retourner au séminaire. Cette fois, je n'y allais pas pour chercher, mais pour rester. J'arrivais juste avant l'aube, et la lumière gris pâle du matin me montra les ruines dans un calme absolu. En franchissant le seuil de la salle du Nord, je sentis le froid me traverser entièrement. Les gravures sur le mur semblaient plus profondes qu'avant, comme si le temps avait continué à les creuser en mon absence. Je m'assis contre la pierre et attendis. Les heures passèrent sans que rien ne se produise, mais je ne ressentais ni faim ni fatigue. C'est seulement en fin d'après-midi que je crus percevoir un changement dans l'air. Une odeur presque imperceptible monta du sol, semblable à celle d'un linge longtemps enfermé. Les ombres des murs s'allongèrent, et la lumière, au lieu de décroître, prit une teinte blanchâtre, diffuse, qui ne semblait pas venir du ciel. Je ne vis personne, mais j'eus soudain la certitude que la pièce n'était plus vide. Ce n'était pas une présence visible, mais plutôt une densité nouvelle, comme si l'air avait été occupé par des corps invisibles. Les gravures sur le mur semblaient plus nombreuses qu'à mon arrivée, et je crus même reconnaître, tout en bas, un prénom qui n'y était pas auparavant. Le mien. Je quittais les lieux alors que la nuit tombait, mais sans la hâte des fois précédentes. Une partie de moi savait que la distance n'avait plus d'importance. Le silence m'avait déjà suivi.